Tout a commencé comme une plaisanterie innocente, mais ce vendredi soir, l'air était rempli d'une tension palpitante, presque coupable. La réunion d'entreprise n'était pas seulement une évasion de la routine, c'était une explosion de liberté refoulée, où chaque regard, chaque sourire avait un parfum de promesse. La pièce était baignée d'un éclairage doux et provocateur, qui mettait en valeur chaque courbe et mettait en valeur l'éclat des yeux qui recherchaient quelque chose de plus qu'une simple conversation. Le bar, centre de toutes les réunions, grouillait de corps qui se frôlaient presque délibérément. Les rires coulaient comme du miel, pleins d'arrière-pensée, tandis que les doigts traçaient des chemins invisibles autour des verres glacés et que les gestes semblaient plus intimes qu'ils n'auraient dû l'être. La musique lente et insinuante semblait toucher directement la peau, une subtile invitation au lâcher-prise et au jeu des touches furtives et des regards affamés. La chaleur de l'environnement était enivrante. Les mots murmurés se perdaient dans l'air, et chaque approche faisait couler le sang plus vite, éveillant des désirs gardés secrets jusqu'à cet instant. C'était une danse de provocation, où chaque mouvement semblait en demander plus, et où l'interdit devenait une tentation délicieuse, impossible à ignorer. Ce moment était spécial, la formalité de l'environnement de travail a cédé la place à des vêtements plus décontractés, des looks insouciants et des interactions plus authentiques. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais voir mes collègues différemment, en dehors du poids des feuilles de calcul et des décisions stratégiques. Je me sentais moi-même plus légère, permettant aux soucis de routine de s'écouler comme la boisson fraîche que je tenais. Je me tenais près du bar, mélange de rire et de curiosité, observant les gens autour de moi. Gustavo, mon patron, était une figure charismatique qui attirait facilement l'attention. Il s'est toujours démarqué lors des réunions, non seulement par ses connaissances techniques, mais aussi par sa présence saisissante, qui dégageait confiance et charme. Cette nuit-là, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son visage, la ligne dure de son visage semblait adoucie par l'atmosphère insouciante de la fête. Lorsque Gustavo s'est approché, il avait un sourire qui semblait innocent, mais en même temps il avait une touche de malice que je ne pouvais ignorer jusque-là. Il a pris un verre au bar et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. L'intensité de ce regard m'a donné un frisson, mais pas de peur ou d'inconfort, c'était quelque chose de différent, que je ne pouvais pas complètement déchiffrer. Il a commencé par une blague désinvolte sur le fait que tout le monde avait besoin de cette pause, et avant que nous nous en rendions compte, nous avons été plongés dans une conversation allant du personnel au professionnel, en passant par des histoires amusantes de la vie quotidienne dans l'entreprise. Soudainement, le sujet a changé pour le sport, un domaine dans lequel je me suis toujours senti à l'aise. Le football, en particulier, était une passion que j'avais depuis mon enfance, avec des souvenirs d'assister à des matchs aux côtés de mon père et de soutenir avec ferveur notre équipe. Gustavo, étant un fan fidèle d'une équipe rivale, profitait toujours de toute occasion pour provoquer de manière amicale, et cette nuit-là n'était pas différente. Ses blagues et ses commentaires me faisaient sourire sincèrement, et nous avons rapidement débattu de quelle équipe aurait l'avantage lors du match du week-end prochain. L'atmosphère était légèrement compétitive et chaque mot échangé augmentait l'excitation du moment. Faisons un pari, suggéra Gustavo en haussant un sourcil d'un air provocateur. Il avait ce ton provocateur qui, pour une raison quelconque, me donnait envie de jouer le jeu. J'ai ri et j'ai répondu, moitié en plaisantant, moitié avec la confiance de quelqu'un qui croit en sa propre équipe, d'accord, mais j'espère que vous êtes prêt à payer le prix de la défaite. Et que proposez-vous aux perdants ? Demanda-t-il en se penchant légèrement en avant. La question est venue avec une étincelle dans ses yeux qui m'a fait réfléchir un instant. J'ai pensé à quelque chose de trivial, acheter un déjeuner, peut-être, ou apporter du café à l'équipe. Mais avant que je puisse répondre, il a ajouté, celui qui perdra devra faire quelque chose choisi par le gagnant. Et ça ? L'idée semblait un peu plus audacieuse que prévu, mais le ton léger de la conversation et l'énergie de l'environnement m'ont convaincu que ce n'était pas grave. À ce moment-là, le sérieux de cette proposition était loin d'être évident. L'alcool et l'ambiance festive m'ont aidé à baisser la garde, et sans hésitation, j'ai accepté. C'est fait, déclarai-je en tapotant légèrement mon verre contre le sien en un toast symbolique. La nuit a continué et le pari est devenu le centre de nos rires. Certains collègues qui se sont approchés ont entendu l'histoire et ont commencé à deviner qui allait gagner. Cela n'a fait que rendre tout plus vivant et le sentiment de camaraderie a rempli l'air. Pourtant, derrière chaque sourire, il y avait une énergie subtile,
un fil d'attente presque imperceptible qui me maintenait alerte, même si je ne savais pas pourquoi. Quelques heures plus tard, alors que les lumières de la salle commençaient à baisser et que les gens se disaient au revoir, Gustavo m'a dépassé. Avec un sourire qui semblait maintenant plus énigmatique, il a dit, lundi, j'ai hâte de voir le résultat. La façon dont il a prononcé ces mots a résonné dans mon esprit alors que je quittais la fête et rentrais chez moi. Ce n'était qu'un pari, rien de plus qu'une plaisanterie entre collègues, mais la légère tension que je ressentais ne s'est pas dissipée au fil des heures. De retour à la maison, alors que je me préparais à me coucher, l'excitation de l'événement résonnait encore en moi. Je me souvenais de chaque instant, de chaque rire, surtout, de ce regard de Gustavo qui semblait porteur de quelque chose de plus profond. Le sommeil arriva, mais il fut léger, interrompu par des rêves confus de victoire et de défaite, avec des images du bar et le sentiment d'une attente grandissante. Le week-end est arrivé, et avec lui, l'attente du match. J'étais certain que mon équipe gagnerait, après tout, nous avions une histoire récente favorable et une équipe solide. Je suis allé au stade avec des amis, l'adrénaline coulant dans mes veines, les couleurs de la foule vibrant comme des vagues sur une mer en fête. Le coup de sifflet d'ouverture a donné le coup d'envoi d'un match serré, mais j'ai vite réalisé que la chance n'était pas de notre côté. À chaque but de l'équipe adverse, un poids différent s'accumulait dans ma poitrine. L'idée du pari, qui semblait si idiote et insouciante vendredi, émerge désormais avec un sens plus profond. Lorsque le match s'est terminé et que mon équipe a été vaincue, j'ai senti des papillons dans mon estomac. Au fond, je savais que Gustavo ne ferait pas de demandes absurdes, il était professionnel et respectait les limites. Pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il avait en tête. La journée de dimanche s'est écoulée lentement, l'anxiété grandissant à mesure que lundi approchait, apportant avec elle la promesse de réponses et d'éventuels revirements. Le pari, qui n'était auparavant qu'un léger détournement, commençait à se révéler comme la pièce maîtresse de quelque chose de plus grand, quelque chose que je commençais seulement à entrevoir. C'était une blague ou une demande triviale. Cela avait un sens différent, chargé d'implications qui me laissaient sans voix. Le sourire de Gustavo ne faiblit pas, mais il ne semblait pas non plus malveillant, mais sérieux, presque comme s'il connaissait le poids de ce qu'il venait de demander. « C'est juste un dîner », dit-il, comme s'il voulait atténuer l'intensité de la situation, mais la profondeur de son regard suggérait le contraire. Le silence dura encore quelques secondes alors que j'essayais de rassembler mes pensées. Chaque partie de moi était déchirée, la partie rationnelle savait ce qui était juste, mais l'autre partie, plus curieuse et rebelle, ressentait une attirance indéniable que j'avais du mal à comprendre. Mes mains étaient froides et le bruit de la pièce environnante revint progressivement lorsqu'un collègue appela Gustavo, interrompant la tension du moment. Il m'a jeté un dernier regard avant de s'éloigner, un regard qui semblait être un défi, une invitation voilée. J'ai tourné mon attention vers l'écran de l'ordinateur, mais les mots devant moi n'avaient aucun sens. Chaque détail de la conversation résonnait dans mon esprit et un tourbillon de sentiments se formait au plus profond de ma poitrine. Il y avait quelque chose chez Gustavo que j'ai toujours admiré, sa confiance en lui, la façon dont il commandait une pièce sans effort. Mais je n'aurais jamais pensé que cette admiration puisse se transformer en quelque chose de plus, en une attirance latente qui se manifestait dans les moments les plus inattendus. Et maintenant, face à cette proposition, cette tension semblait avoir une nouvelle couche, quelque chose que je pouvais ignorer auparavant, mais qui était maintenant à la surface, attendant d'être affrontée. La journée s'éternisait et la proposition me pesait comme un secret entre nous. Chaque fois que nous nous croisions lors d'une réunion ou que nous nous croisions dans le couloir, il y avait une électricité qui n'existait pas auparavant, une conscience de ce qui pouvait arriver. Cependant, même avec cette intensité, la culpabilité me suivait comme une ombre. Je savais que penser à accepter ce dîner serait trahir la confiance de Lucas, mon partenaire, quelqu'un avec qui j'avais construit une vie et partagé des rêves. À l'heure du déjeuner, je m'asseyais seule, loin du bruit de mes collègues. J'ai regardé l'écran de mon téléphone portable, où un message de Lucas me souhaitait une bonne journée et me disait qu'il attendait avec impatience notre rendez-vous du soir. La sensation d'oppression dans ma poitrine s'est accrue. Pourquoi un pari aussi simple, une blague idiote, est-il devenu quelque chose qui remet en question les piliers de ma vie? Je suis revenue à la table avec une décision pas encore prise, mais le poids des attentes était indéniable. L'attirance que je ressentais pour Gustavo était là, vivante et palpitante,
mais la moralité et l'amour que j'avais pour Lucas m'attiraient dans la direction opposée. Et ainsi, entre attente et peur, la journée s'est poursuivie, avec un résultat auquel je savais que je devrais faire face tôt ou tard. Les heures qui suivirent la conversation avec Gustavo s'écoulèrent lentement, chaque seconde s'éternisant dans un silence assourdissant. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, les bruits familiers de la ville klaxons, rires épars et rugissements des moteurs semblaient étouffés, comme s'il y avait une barrière entre moi et le monde. J'étais absorbé, perdu dans une bataille interne qui rendait chaque respiration lourde. Quand je suis entré dans la maison, Lucas était là, avec le même sourire accueillant que toujours, celui qui me rappelait pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai répondu machinalement, en lançant des mots vagues qui ne reflétaient pas le chaos en moi. Il m'a regardé un instant avec une expression inquiète. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec le ton affectueux que lui seul avait. La boule dans ma gorge m'empêcha presque de répondre. J'ai souri, un sourire forcé qui effleurait à peine mes yeux, et j'ai menti en disant que j'étais juste fatiguée. Il a accepté, mais m'a quand même embrassé sur le front et est allé préparer le dîner. Pendant qu'il cuisinait, je me suis assis dans le salon, regardant la douce lumière de la cuisine peindre des ombres sur le mur. La culpabilité commença à s'installer, épaisse et oppressante, comme un brouillard qui s'infiltrait dans tous les recoins. Gustavo m'avait fait une proposition, et la réaction immédiate que j'ai eue l'hésitation, l'agitation m'en a dit plus que je ne voulais l'admettre. Il ne s'agissait pas seulement du pari lui-même, mais de ce qu'il représentait, un désir inavoué, une tentation que je ne pouvais ignorer. Des souvenirs de moments passés au bureau me sont revenus à l'esprit, le rire facile de Gustavo, l'étincelle dans ses yeux lorsque nous parlions de quelque chose qui l'excitait, la façon dont il semblait toujours savoir quoi dire pour rendre la conversation plus intéressante. C'était un charme qui captivait et que j'avais longtemps interprété comme une admiration innocente. Mais et si ce n'était pas seulement ça ? Le fait que je réfléchissais même brièvement à ce que signifiait ce dîner m'a fait remettre en question mes propres croyances et principes. Le dîner était calme, mais j'ai à peine goûté la nourriture. Lucas parlait de quelque chose qui s'était passé au travail, mais les mots étaient pour moi une séquence de son décousu. Tout ce à quoi je pouvais penser était le pari, la proposition et la manière dont cela pourrait affecter tout ce que lui et moi avions construit ensemble. L'idée de le trahir, ne serait-ce que émotionnellement, était un poids qui m'écrasait. Et pourtant, je savais que je devais y faire face d'une manière ou d'une autre. La voix de la tentation murmura que ce n'était qu'un dîner, rien de plus. Mais la partie de moi qui savait ce qui était juste criait qu'un faux pas pouvait déclencher une séquence d'événements que je ne pourrais jamais annuler. Après le dîner, Lucas est allé dans sa chambre pendant que je restais dans le salon, prétendant que je devais finir de lire quelques emails. Lorsque le silence s'est finalement installé dans la maison et qu'il ne restait plus que le bruit occasionnel des voitures qui passaient dans la rue, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai regardé le message que Gustavo m'avait envoyé dans l'après-midi. « Avez-vous pensé à ma proposition ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je regardais l'écran, mes doigts hésitants sur le clavier, l'esprit déchiré entre deux réalités. Les heures passaient et le message était toujours là, comme un rappel constant du choix que j'avais devant moi. Finalement, j'ai mis le téléphone portable de côté et je me suis couchée. Lucas dormait déjà et l'expression paisible de son visage m'a frappé d'une nouvelle vague de culpabilité. Je me suis allongée à côté de lui, mais le sommeil n'a pas été facile. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le regard de Gustavo, son sourire suggestif, et sentait à nouveau le conflit interne bouillonner. Les jours suivants furent un test de maîtrise de soi. Au travail, j'évitais Gustavo autant que je pouvais, mais il semblait le remarquer, et son regard inquisiteur me trouvait toujours aux moments les plus inattendus. J'ai répondu par de brefs sourires et de courtes conversations, mais chaque échange était imprégné d'un sous-texte que nous comprenions tous les deux mais que nous ne mentionnions pas. La culpabilité est devenue un compagnon constant. Il y a eu des moments où je me suis demandé si Gustavo réalisait à quel point cela m'affectait, ou s'il considérait cela comme un jeu comme les autres, quelque chose qui pouvait être pris à la légère. Mais pour moi, la frontière entre jeu et transgression était déjà dangereusement floue. Ainsi, la culpabilité qu'il ressentait face à son désir non résolu, sa curiosité quant à ce que ce dîner pouvait signifier, lui rappelait constamment ce qui était en jeu. Lucas, mon mariage, mon intégrité, tout semblait tenir à un fil qui pouvait être brisé par un seul choix.
Les heures sont devenues des jours et la tension n'a fait qu'augmenter. La proposition de Gustavo, initialement choquante, est devenue une pensée constante, comme une chanson qui ne quitte jamais votre tête. Le dilemme était plus qu'un simple choix entre accepter ou non une invitation, c'était une bataille entre qui j'étais et qui je pouvais devenir, entre la sécurité confortable du connu et la tentation de quelque chose d'inconnu et d'interdit. Mardi, une nouvelle réunion était prévue et je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Je suis entré dans la salle de conférence et j'ai immédiatement remarqué l'arrivée de Gustavo. Il salua tout le monde avec son charme habituel, mais ses yeux s'attardèrent sur moi une seconde de plus que nécessaire. Mon cœur battait plus vite et je me détestais pour ça. La réunion a commencé et j'ai essayé de me concentrer sur les données, les graphiques et les rapports, mais j'ai ressenti le poids de sa présence, même s'il était de l'autre côté de la table. Il semblait que nous seuls savions ce qui se passait, un secret qui nous liait en silence. Une fois la réunion terminée, Gustavo s'est approché, avec désinvolture, mais avec une intention claire. « Pouvons-nous parler une minute ?» Il a demandé, et la pièce vide autour de nous a semblé disparaître alors que j'acquiesçais. Nous nous sommes dirigés vers une salle de repos vide, où le bruit lointain des téléphones et des imprimantes constituait une toile de fond. Il ferma la porte derrière nous mais garda une distance respectueuse, même si l'air était chargé de l'attention de tous les mots non prononcés. « Alors, tu as déjà décidé ?» a-t-il demandé, d'une voix basse et calme. Il y avait une pointe de défi dans son regard, mais aussi quelque chose de plus, une véritable curiosité. Ce n'était pas seulement une question de pari, il semblait vouloir comprendre jusqu'où j'irais. J'ai avalé difficilement, sentant le poids de la réponse avant même de la dire. « Gustavo, c'est allé trop loin », ai-je commencé en essayant de garder ma voix ferme. Il n'a pas bougé, il m'a juste regardé. Le pari, la plaisanterie, il y a des enjeux qu'on ne comprend pas, ai-je continué, et c'était vrai. Il ne savait peut-être pas à quel point Lucas comptait pour moi, à quel point la confiance dans une relation était sacrée et à quel point j'étais déchirée entre maintenir cette confiance et céder à la tentation. Il pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à mes paroles. « Je comprends plus que vous ne le pensez, » répondit-il, et le ton de sa voix suggérait qu'en fait, il savait ce qu'il risquait. « Mais je ne t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Si vous ne le souhaitez pas, le jeu se termine ici. » La sincérité de sa voix m'a surpris, pendant un instant, j'ai vu quelque chose au-delà de l'homme confiant et provocateur. J'ai vu quelqu'un qui était peut-être aussi aux prises avec ses propres démons. La pièce devint silencieuse, un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. Pendant un moment, j'ai réfléchi à ce qui se passerait si j'acceptais. À quoi ressemblerait ce dîner? S'agirait-il simplement d'une réunion innocente, avec des rires et des conversations sur le travail et le football, ou quelque chose de plus? Mais ensuite, l'image de Lucas est apparue dans mon esprit, son rire, les petits gestes d'affection, la vie que nous avons construite ensemble. Et la culpabilité, ce compagnon que je ne pouvais pas ébranler, murmurait la réponse que je savais être la bonne. Je ne peux pas, dis-je finalement, et même si mes mots semblaient définitifs, il y avait une pointe d'hésitation. Gustavo hocha la tête, son visage calme, mais son regard montrait un éclair de quelque chose que je ne parvenais pas à identifier, la déception, l'acceptation, ou un mélange des deux. « Compris », dit-il, et avec un bref sourire, il se tourna pour quitter la pièce. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, un poids invisible a semblé se soulever de mes épaules, mais il a été rapidement remplacé par un vide, le sentiment que quelque chose d'important était terminé avant même d'avoir commencé. Je suis retourné à mon bureau et l'après-midi s'est déroulé à un rythme presque irréaliste. Chaque tâche semblait mécanique, comme si j'étais en pilote automatique. Alors que l'heure de rentrer chez moi approchait, j'ai réalisé que prendre cette décision n'était que la première étape. Le prochain défi serait de vivre avec le doute, avec l'inévitable question du « et si ?» cela continuerait à me hanter. Je suis rentré à la maison et Lucas m'a accueilli avec son sourire chaleureux, celui qui semblait toujours savoir quand j'avais besoin de réconfort, même sans le demander. Et ce soir-là, alors que nous dînions ensemble, j'ai senti la culpabilité commencer à se dissiper lentement, remplacée par le soulagement et la certitude, j'avais choisi le bon côté de la ligne. Mais il savait que même s'il avait pris la bonne décision, la bataille interne entre désir et loyauté n'était pas quelque chose qui disparaîtrait facilement. Alors, je me suis préparé pour les jours à venir,
en espérant que le bon choix finirait par devenir le plus facile à réaliser. Après cette rencontre tendue dans la salle de repos avec Gustavo, l'environnement de travail a commencé à changer de manière subtile mais perceptible. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être remarqué par tout le monde, mais pour moi, l'ambiance était différente. Gustavo a commencé à me traiter avec un professionnalisme presque exagéré, comme s'il voulait faire comprendre que la frontière entre nous avait été rétablie. Cependant, leurs regards occasionnels, chargés d'une signification non révélée, rappelaient encore des souvenirs de ce qui avait failli se produire. Pendant la première semaine après ma décision, je me suis efforcé d'éviter toute situation qui pourrait nous laisser tranquilles. Je me suis plongé dans des projets et des tâches, remplissant mes journées d'engagement et de délai. Il me semblait que plus j'étais occupé, moins j'avais de temps pour réfléchir à ce qui s'était passé et à ce qui aurait pu arriver. Mais peu importe à quel point il essayait de l'ignorer, les conséquences de ce choix commençaient à se manifester de manière inattendue. Au début, ce n'était que de petits commentaires de collègues. Des phrases comme « Vous et Gustavo avez beaucoup travaillé ensemble, n'est-ce pas ?» ou « Tu avais l'air si proche, est-ce que tout va bien ?» Ces observations, dites sur le ton de la plaisanterie, ont commencé à m'émouvoir, semant des graines d'inquiétude. Je savais que l'équipe remarquait la distance qui nous séparait, même sans comprendre pourquoi. Lucas, en revanche, semblait plus attentif. Il a remarqué mon comportement plus calme, les regards vides lors de conversations qui m'excitaient auparavant. Un jour, alors que nous étions sur le canapé, en train de regarder un film qu'il adorait, il m'a surpris en train de regarder l'écran sans vraiment voir. « Il y a quelque chose qui te dérange, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, la voix remplie d'une véritable inquiétude. J'ai hésité un instant, luttant contre l'envie de tout avouer et d'alléger le poids de la culpabilité que je portais encore. Mais comment expliquer quelque chose qui, même s'il ne s'était pas concrétisé, m'avait tant touché? Je souris et secouai la tête, un mensonge qui me paraissait insuffisant, même à moi. Juste un peu de stress au travail, pas de quoi s'inquiéter. Il a accepté la réponse, mais le regard qu'il m'a lancé m'a dit qu'il savait qu'il y avait plus. La culpabilité réapparut, rappelant constamment que même si elle avait pris la bonne décision, la situation avait laissé des cicatrices invisibles. Au bureau, les conséquences sont devenues encore plus évidentes. La relation entre Gustavo et moi, qui était auparavant marquée par des rires et des conversations légères, était désormais remplie de formalités et de brefs échanges de mots. Il y avait une barrière qu'aucun d'eux ne semblait vouloir briser. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'un changement de dynamique, pour moi, c'était un rappel du prix de la tentation. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis. Lucas et moi avions un anniversaire de mariage à venir et il a prévu un voyage surprise à célébrer ensemble. L'idée aurait dû m'exciter, mais à la place, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. L'amour et le dévouement dont il a fait preuve ont rendu la culpabilité encore plus insupportable. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il trahissait sa confiance, même s'il n'avait rien fait physiquement. Pendant le voyage, j'ai fait un effort conscient pour renouer avec lui. Nous nous sommes promenés dans des paysages époustouflants, avons dîné aux chandelles dans un restaurant chaleureux et avons ri de vieilles blagues que seuls nous deux comprenions. En quelques instants, j'ai ressenti un soulagement, comme si l'ombre de Gustavo et du Paris commençait enfin à se dissiper. Mais la nuit, quand nous étions silencieux, les pensées revenaient et la question « et si ?» se répétait-il, un écho infatigable dans mon esprit. La véritable preuve est venue quelques mois plus tard, lorsque Lucas a trouvé sur mon téléphone portable une photo prise lors de cette réunion. C'était une image innocente, mais Gustavo était en arrière-plan, souriant avec insouciance. Lucas haussa un sourcil et rit, me demandant s'il était l'un de mes plus proches collègues. Le frisson qui parcourut ma colonne vertébrale fut instantané, mais je parvins à sourire et à orienter la conversation dans une autre direction. Cependant, cette question m'a fait réaliser que la culpabilité ne disparaîtrait jamais complètement et que les conséquences du fait de presque céder à la tentation étaient profondes et durables. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je devais être complètement transparente, au moins avec moi-même. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont ma vie aurait pu changer radicalement si j'avais fait un choix différent. Et, même si le doute pesait encore certaines nuits, j'ai commencé à réaliser que le fait de résister, même quand cela semblait difficile, était la preuve que j'appréciais ma relation et la confiance que Lucas me portait. Les conséquences étaient là,
marquée dans les moments de silence, dans les regards échangés au bureau et dans la façon dont je regardais Lucas, désormais avec une nouvelle conscience. Mais en même temps, il nous rappelait que des choix, aussi difficiles soient-ils, pouvaient renforcer les liens qui comptaient vraiment. Les semaines se sont transformées en mois, et, au fil du temps, l'intensité de la culpabilité que je portais a commencé à diminuer. Non pas qu'elle ait complètement disparu, mais peu à peu elle a été remplacée par une nouvelle perception de moi-même et de ce qui comptait vraiment. Cette expérience, bien que douloureuse, m'a servi de miroir qui m'a obligé à porter un regard honnête sur mes propres faiblesses et limites. J'ai commencé à réaliser que le problème ne venait pas seulement de la tentation elle-même, mais de l'espace que je lui avais laissé occuper dans ma vie. Gustavo était charmant, intelligent et capable de réveiller un côté de moi que je pensais endormi, un côté curieux qui aimait se sentir interpellé. Cependant, accepter ce fait ne signifiait pas que je devais agir en conséquence. Le véritable apprentissage a été de comprendre que les désirs et les tentations font partie de la nature humaine, mais que le choix de la manière de les gérer définit qui nous sommes. Au bureau, j'ai commencé à voir Gustavo différemment. Il a continué à être un collègue admirable, quelqu'un avec qui j'avais besoin de m'entendre, mais plus quelqu'un qui occupait mes pensées en dehors du travail. La coexistence est devenue plus professionnelle. Au fil du temps, la tension a été remplacée par une cordialité contrôlée. Il semblait également avoir accepté le changement de dynamique, et nos chemins se croisaient moins fréquemment et sans le poids qui existait auparavant. Lucas, en revanche, sans savoir tout ce qui se passait dans ma tête, a continué à être un compagnon aimant et attentif. Sa capacité à me faire rire, à écouter mes histoires de travail avec un réel intérêt, à planifier de petites surprises qui brisent la routine, est devenu un rappel constant de la raison pour laquelle je l'ai choisi en premier lieu. Et moi, à mon tour, j'ai fait un effort pour être plus présent et sincère. J'ai décidé que je devais créer un nouvel espace d'ouverture entre nous, un espace où il savait qu'il pouvait compter sur moi, tout comme je comptais sur lui. Un soir, alors que nous buvions du vin sur la terrasse de la maison, Lucas m'a regardé avec une expression calme et m'a demandé « Tu es content ?» La question, si simple et directe, m'a surpris. À un autre moment, j'aurais peut-être hésité, mais à ce moment-là, j'ai senti la réponse venir naturellement. « Je le suis », dit-il sincèrement. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans mes paroles. C'est là, sous les étoiles, que j'ai réalisé que l'apprentissage le plus précieux n'était pas seulement de résister à la tentation, mais aussi de reconnaître ce qui la motivait et d'apprendre à y faire face. J'ai compris que parfois les menaces qui pèsent sur une relation ne viennent pas de grands gestes ou de trahisons évidentes, mais de petits dérapages et de moments d'inattention que l'on laisse grandir. À partir de ce moment-là, je suis devenu plus vigilant sur où je mettais mon énergie et mon attention. J'ai également commencé à investir davantage en moi-même, dans des passe-temps et des activités qui me permettaient de me sentir vivante et épanouie. Je me suis inscrit à des cours de photographie, ce que j'ai toujours voulu faire, et Lucas, à ma grande surprise, a décidé de me rejoindre pour quelques séances. Nous avons ri ensemble de nos tentatives infructueuses pour capturer le coucher de soleil parfait, et peu à peu, cela a renforcé notre lien de manière nouvelle et inattendue. Au travail, les projets avançaient et je me sentais plus en confiance que jamais. J'ai trouvé un équilibre entre être professionnel et garder mes limites émotionnelles saines. Gustavo a finalement été transféré dans un autre secteur et sa présence quotidienne n'était plus une constante, ce qui a contribué à clore cette phase. Nous échangeions encore des salutations polies dans les couloirs, mais l'intensité des premiers mois n'était plus qu'un lointain souvenir, presque comme un rêve qui perd peu à peu ses détails. Le plus grand apprentissage a été de comprendre que la loyauté n'est pas seulement un acte, mais un état d'esprit. Il s'agit d'être fidèle non seulement à votre partenaire, mais aussi à vos propres valeurs et à l'engagement que vous prenez. Au fil du temps, j'ai réalisé que ma relation avec Lucas n'était pas parfaite, mais qu'elle était forte parce que nous étions tous les deux prêts à nous battre pour l'obtenir, même s'il n'était jamais au courant de la bataille interne à laquelle je faisais face. Et cela, plus que toute autre chose, m'a donné une nouvelle appréciation de ce que nous avions. En regardant les photos que nous avons prises ensemble, j'ai ri en voyant l'un de nous essayer de tenir l'appareil photo pendant que le vent soufflait nos cheveux dans toutes les directions. Lucas m'a regardé avec un scintillement dans les yeux et a dit « Ce sont les souvenirs que je veux garder pour toujours ». Et là, avec les rires qui résonnaient sur la terrasse et les lumières de la ville en fond, j'ai su que j'avais appris la leçon la plus importante.
valoriser ce qui compte vraiment et ne jamais prendre pour acquis l'essentiel. Les décisions les plus difficiles que j'ai dû prendre, ai-je avoué. Il m'a regardé surpris, mais ne m'a pas interrompu. J'ai continué en parlant du pari, de Gustavo et de ce que j'ai appris depuis. En entendant mon histoire, Lucas est resté silencieux, mais son regard disait tout. C'était un mélange de compréhension et de douleur, mais aussi d'empathie. « Je ne le savais pas, mais j'apprécie votre partage, répondit-il calmement. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous ayez choisi ce qui est juste. Cette conversation m'a non seulement libéré d'un fardeau émotionnel, mais elle nous a également rapprochés. La vulnérabilité que nous avons partagée à ce moment-là était un acte d'amour qui a encore solidifié notre lien. La rédemption s'est également manifestée par des actions. J'ai commencé à valoriser davantage les petits moments ensemble, à cultiver nos intérêts communs et à créer de nouveaux souvenirs. Lucas et moi avons commencé à partir à l'aventure, à explorer la ville et à retrouver le plaisir d'être ensemble. L'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était plus fort et plus profond qu'auparavant. Lors d'un de ces voyages, nous avons décidé de visiter un parc local, où nous allions toujours lorsque nous avions du temps libre. C'était une journée ensoleillée et les arbres étaient pleins de vie. En marchant, nous avons trouvé un petit lac où des enfants jouaient et des rires résonnaient autour de nous. Nous avons été attirés par un groupe de personnes en train de pique-niquer. Nous nous souvenons des moments où nous nous sommes également amusés de cette façon et avons décidé qu'il était temps de nous souvenir de ces moments. Nous nous sommes assis sur une serviette empruntée et avons commencé à partager nos projets futurs, nos rêves et nos aspirations. Parler de l'avenir n'a jamais été aussi simple et le lien que nous établissions était palpable. Lucas m'a tenu la main et a dit « Je veux que nous construisions une vie ensemble, pleine de souvenirs précieux. Je veux que nous soyons toujours honnêtes les uns envers les autres, quoi qu'il arrive. » Ces mots sont devenus un mantra que nous avons commencé à nous répéter. À partir de ce jour, nous avons commencé à réaliser de petits rituels de sincérité, où, chaque semaine, nous nous réservons un moment pour partager nos sentiments, nos doutes et nos peurs. C'était un espace sûr, où il n'y avait pas de jugement, juste de la compréhension et du soutien mutuel. Cette pratique a non seulement renforcé notre relation, mais est également devenue un moyen d'empêcher toute tentation future de créer des fissures entre nous. La rédemption ne consistait donc pas seulement à guérir les blessures du passé, mais aussi à construire un avenir plus solide et plus authentique. Cette expérience m'a appris que la vie est pleine de défis et que la façon dont nous les affrontons définit non seulement qui nous sommes, mais aussi la qualité de nos relations. J'ai appris à être plus reconnaissant pour ce que nous avons et à valoriser la confiance qui se construit avec amour, respect et honnêteté. Et ainsi, ma vie a continué, apportant chaque jour de nouvelles opportunités de grandir et d'aimer. L'histoire avec Gustavo est devenue une leçon que je porterai avec moi, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel que, même dans les situations les plus compliquées, il est possible de trouver un chemin vers la lumière, un chemin de rédemption qui nous mène vers un lieu de paix intérieure et de véritable amour. Au fur et à mesure que la vie suivait son cours, une leçon me venait de plus en plus à l'esprit, l'importance de la communication. À travers toutes les expériences que j'ai vécues, notamment celles impliquant Gustavo et les tensions qui ont suivi, il était clair que la communication était la base de toute relation saine. Avec Lucas, cette compréhension s'est solidifiée à chaque conversation sincère que nous avons partagée. Nos nuits de sincérité n'étaient pas seulement des moments d'évacuation, mais aussi des occasions de renforcer notre lien. Parler de nos sentiments, de nos inquiétudes et même de nos peurs nous a permis de nous voir plus profondément. Nous avons commencé à partager non seulement les hauts mais aussi les bas de nos vies, créant ainsi un environnement dans lequel nous nous sentions tous les deux en sécurité pour nous ouvrir. Un jour, alors que nous préparions le dîner ensemble, j'ai décidé qu'il était temps d'aborder un sujet qui me tracassait. Tu sais, Lucas, parfois j'ai peur de ne pas être assez bon. Pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que j'ai l'impression que je pourrais échouer à un moment donné. Et ça me fait peur, avouai-je en observant son expression. Il s'arrêta un instant, puis me regarda dans les yeux. Nous avons tous des insécurités, mais je veux que tu saches que je t'ai choisi pour qui tu es, et cela ne changera jamais, a-t-il répondu en me tenant la main. Ces mots étaient comme un baume pour mon âme. Au fil du temps, cette pratique de communication ouverte est devenue partie intégrante de notre routine. Parfois, nous l'avons fait à la légère, en partageant des histoires amusantes de notre vie quotidienne, tandis que d'autres fois, les conversations étaient profondes,
pleine de réflexions sur la vie et sur ce que nous voulions vraiment pour l'avenir. J'ai réalisé que non seulement l'acte de parler était important, mais aussi la volonté d'écouter avec empathie. J'ai appris que l'écoute est un acte d'amour qui peut changer la dynamique d'une relation. De plus, la communication ne se limitait pas à nous deux. J'ai commencé à réaliser son importance dans les interactions avec les amis, la famille et même les collègues. Ce qui était autrefois des conversations superficielles a désormais une signification plus profonde. J'ai pu ouvrir des dialogues sur des sujets qui auraient été auparavant considérés comme tabous, comme la santé mentale, la pression au travail et même la difficulté de gérer les attentes sociales entourant les relations. L'expérience avec Gustavo m'avait montré que la vulnérabilité n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt un chemin vers des relations plus significatives. Au fil du temps, ces conversations sont également devenues le reflet de ce que nous souhaitions dans notre vie commune. Lucas et moi avons commencé à discuter non seulement du présent, mais aussi de nos attentes pour l'avenir. De quoi avons-nous rêvé? Comment avons-nous vu notre relation évoluer? Parler de ces sujets nous a aidés à aligner nos objectifs et à travailler ensemble pour les atteindre. Dans l'un de ces dialogues, Lucas évoque son envie de voyager. J'ai toujours voulu découvrir de nouveaux endroits, explorer différentes cultures. Que pensez-vous de commencer à planifier un voyage ensemble, a-t-il suggéré. Cette question a allumé un feu d'enthousiasme en moi. Ensemble, nous avons commencé à rêver et à planifier, en dressant des listes d'endroits que nous voulions visiter et d'expériences que nous voulions vivre. À partir de ce moment, l'idée de voyager est devenue le symbole de notre nouvelle approche de la vie, non seulement en couple, mais en tant que partenaire dans toutes les aventures que la vie nous réserve. En réfléchissant à la communication et à ses répercussions, j'ai réalisé qu'elle n'est pas seulement un outil de résolution des conflits, mais aussi un pont qui nous relie. Dans nos conversations, nous apprenons à mieux nous comprendre, à respecter les différences et à cultiver l'empathie. Une communication claire et honnête est devenue un pilier de notre relation. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à remarquer une différence significative dans nos relations avec le monde. À mesure que la confiance grandissait, la peur de la trahison et de l'insécurité que j'avais ressentie s'est dissipée. Ce qui était autrefois une ombre qui pesait sur nous est devenu un rappel de l'importance vitale de la transparence et de l'honnêteté. J'ai découvert qu'en partageant mes sentiments les plus intimes et les plus vulnérables, non seulement je me libérais d'un fardeau, mais j'invitais également Lucas à faire de même. Cet échange continu de sentiments et de pensées nous a renforcés et nous a rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. L'importance de la communication est devenue encore plus évidente lorsque nous avons commencé à participer à des groupes de discussion sur les relations, quelque chose que nous avons décidé de faire pour apprendre et grandir ensemble. En écoutant les expériences d'autres couples, j'ai réalisé que chacun avait ses propres difficultés et que la communication était un thème commun à tous. Les histoires variaient, mais la nécessité d'un dialogue ouvert était toujours le point central. Ces interactions m'ont fait réaliser que la communication est une compétence qui peut se développer et s'améliorer au fil du temps. Parfois, cela demandait du courage, et parfois de la patience. Mais au fond, c'était un acte qui pouvait transformer des vies, guérir les blessures et renforcer les liens. Et comme pour tout dans la vie, plus nous pratiquions, plus nous nous sentions à l'aise. Ce que j'ai appris sur la communication ne concerne pas seulement ce que nous disons, mais aussi ce que nous entendons et la manière dont nous réagissons. L'amour, comme je l'avais découvert, se construit à travers une conversation constante, un dialogue qui respecte et nourrit les espoirs et les rêves des deux. Ainsi, notre voyage de redécouverte ne s'est pas seulement tourné vers le passé, mais vers un avenir rempli de promesses et de possibilités. Alors que nous naviguions dans les eaux calmes d'une communication renouvelée, une nouvelle vérité a commencé à se révéler dans notre relation, la tentation. Même si nous étions plus proches que jamais, je savais que la vie est pleine de défis qui peuvent mettre à l'épreuve les liens les plus forts. La tentation est une lutte interne, une bataille entre ce que nous savons être juste et ce que nos désirs pourraient nous amener à considérer. Même avec les progrès de notre relation, je n'y étais pas à l'abri. La présence de Gustavo, bien que lointaine, résonnait toujours dans mon esprit. Souvenir du flirt et de l'adrénaline de ces interactions mêlées aux réalités de mon mariage. Non pas que je voulais y revenir, mais c'était un rappel que dans un moment de faiblesse, les frontières entre le bien et le mal peuvent devenir floues. Un après-midi, j'ai reçu un message de Gustavo me demandant comment j'allais. Un instant, j'ai hésité.
Je savais que je devais l'ignorer, mais la curiosité et la nostalgie m'appelaient. J'ai décidé d'en parler à Lucas. Lucas, j'ai reçu un message de Gustavo. Il veut savoir comment je vais. Je ne sais pas quoi penser, ai-je partagé. Il m'a regardé et m'a répondu, êtes-vous tenté de répondre? Votre question avait du sens. La tentation n'était pas seulement un acte, c'était le sentiment de vouloir quelque chose qui n'était peut-être pas bon pour moi. J'ai compris que ce n'était pas seulement les hommes qui devenaient tentants, mais aussi les émotions qu'ils suscitaient. Regarder Gustavo, c'était plus que se souvenir d'une relation, c'était revisiter l'incertitude et l'enthousiasme que cela apportait. Mais à ce moment-là, j'ai dû décider si cela valait la peine de risquer tout ce que j'avais construit avec Lucas. J'ai décidé de ne pas répondre au message, mais la tentation persistait, une constante dans mon esprit. Ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler à quel point la communication était devenue une alliée dans notre relation. J'ai donc parlé à Lucas de mes insécurités et de mes craintes concernant le message et de ce qu'il pourrait signifier. Parler ouvertement de ces sentiments m'a aidé à transformer une tentation en un moment d'apprentissage et de réflexion. Lucas, compréhensif, a commenté, « La tentation fait partie de la vie, mais la façon dont nous y faisons face définit qui nous sommes. » Si j'étais à votre place, je serais moi aussi tenté de répondre. Mais il est important de se rappeler pourquoi nous nous sommes choisis. Il avait raison. Notre connexion était plus que superficielle, c'est un pacte d'amour et de respect qui nous unissait. Ces conversations sont devenues un élément essentiel de notre relation, nous permettant de reconnaître la tentation lorsqu'elle surgissait mais renforçant également la confiance qui avait été construite. Cela nous a donné un espace pour discuter non seulement de nos insécurités, mais aussi de la nature de l'attraction et du désir. Les conversations sur la tentation sont devenues courantes et nous avons décidé qu'au lieu de l'éviter, nous devrions y faire face. Un jour, à propos de films traitant de trahison, Lucas a déclaré « Ces histoires montrent souvent le côté obscur de la tentation, mais ce qu'elles ne montrent pas, c'est la force dont nous disposons pour résister. C'est comme un test de caractère. » Cette conversation m'a fait réaliser que la tentation est en réalité une opportunité de renforcer nos valeurs et de réaffirmer notre engagement les uns envers les autres. Comprendre la tentation est devenu un élément essentiel de notre croissance. Nous avons commencé à voir non seulement les défis que cela engendrait, mais aussi comment nous pouvions l'utiliser pour nous renforcer. Au lieu de laisser les tentations nous déchirer, nous avons décidé de les utiliser pour réaffirmer notre amour et notre loyauté. Ces dialogues nous ont montré que la tentation ne doit pas être considérée comme un ennemi, mais comme un aspect inévitable de la vie. C'est la façon dont nous choisissons de gérer ce problème qui compte vraiment. Chaque fois que nous parlions de ce qui pourrait nous tenter, je sentais une force grandissante dans notre connexion. À chaque tentation que nous reconnaissions et affrontions ensemble, nous cimentions notre relation et célébrions la confiance que nous avions bâtie. Ce que j'ai appris, c'est que, dans la vie, les tentations sont toujours présentes, mais que le pouvoir d'y résister ne réside pas seulement dans la volonté, mais aussi dans la communication, l'empathie et l'engagement mutuel. Ainsi, même au milieu des tentations, notre histoire est devenue un témoignage de la façon dont le véritable amour peut résister à tous les défis. La prochaine étape de notre voyage était sur le point de se dérouler, et la certitude qu'ensemble nous pourrions affronter n'importe quelle tempête devenait de plus en plus forte. À mesure que nos conversations sur la tentation et la communication s'approfondissaient, l'importance de la fidélité est devenue de plus en plus évidente. Flirter avec la trahison révèle non seulement la fragilité des promesses, mais aussi la force de la loyauté. Ce que j'ai vécu avec Gustavo était le reflet de la complexité du désir humain, mais surtout, un rappel de ce qui comptait vraiment, mon engagement envers Lucas. Être fidèle ne signifie pas seulement éviter la trahison physique, c'est un choix quotidien d'être présent et engagé. Au début, je considérais la fidélité comme une barrière, mais j'ai réalisé que c'était un espace où l'amour pouvait s'épanouir. En décidant d'être fidèle à Lucas, j'ai choisi de faire partie de quelque chose de plus grand, basé sur la transparence, l'honnêteté et le respect. Un jour, dans un café, Lucas m'a dit, « La fidélité, c'est plus que nos actes, c'est savoir que, malgré les tentations, nous choisissons d'être ensemble. » Ces paroles ont résonné en moi. J'ai appris que la fidélité est un choix actif. Ensemble, nous avons créé des stratégies pour renforcer notre engagement, comme des nuits de connexion, où nous nous consacrons les uns aux autres. De plus, notre fidélité était liée à la transparence.
Nous avons décidé d'être ouverts sur nos interactions et avons créé une culture de confiance où nous pouvons exprimer nos insécurités sans crainte. Ce choix n'était pas un fardeau, mais une liberté, une célébration du choix d'être ensemble, et chaque geste renforçait notre loyauté les uns envers les autres.